hommage poignant à sa mère, explorant les souvenirs d'enfance, les absences ressenties et la reconnaissance envers une femme forte et dévouée. Sortie en 2021, cette balade introspective met en lumière les sacrifices maternels et la complexité des relations mère-fille. Laurie Darmon y exprime avec émotion l'amour, l'admiration et parfois le manque, offrant ainsi une réflexion sincère sur la maternité et l'héritage familial. La matinale. Jusqu'à 10h du matin, on est avec vous et bien sûr, j'accueille mon premier invité du 22 au 24 mai prochain. Tunis accueillera un événement médical et esthétique d'envergure internationale, le Prism Aesthetics 2025, qui se tiendra dans un hôtel au centre-ville. Ce congrès rassemblera les plus grands noms de la chirurgie et de la médecine esthétique autour des dernières avancées, innovations et pratiques dans le domaine. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Mejdi Jribi, trésorier du syndicat tunisien des médecins esthétiques, mais aussi directeur scientifique de la partie médicale du Prism 2025. Il est avec nous pour nous parler des enjeux, des nouveautés, ainsi que des objectifs de ce rendez-vous incontournable. Bonjour docteur Jribi, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Simadi, bonjour tout le monde. Voilà. Merci pour cette invitation matinale. Donc, ça sera pour moi l'occasion de revenir sur le congrès Prisme Esthétique et Allez, docteur Jribi, bonjour encore une fois. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter ce qu'est le Prisme esthétique et ce que représente cette édition 2025? Donc, alors Prism c'est quoi? C'est Prism, c'est Pioneering Research and Innovation in Surgical and Medical Aesthetic. Donc, deux sociétés prestigieuses ont rassemblé leurs efforts, donc notamment la Société tunisienne de chirurgie esthétique et le syndicat tunisien des médecins esthétiques se sont rassemblés pour faire un congrès international dédié à l'esthétique. Donc, à la fois le volet chirurgical et le volet médical. Comme vous l'aviez dit, ça sera du 22 au 24 à Tunis. Donc c'est une conférence internationale avec des orateurs. Alors, on va y arriver justement aux orateurs. Quelles seront les grandes thématiques abordées cette année dans la partie médicale du congrès? Donc pour moi, il y a essentiellement trois axes. Donc, lors de ce congrès, on va revenir vers les bases de la médecine esthétique, notamment avec l'anatomie et l'échographie. Donc, le but de ces sciences fondamentales, c'est de faire en sorte que le geste technique soit le plus safe possible. Donc, en maîtrisant l'anatomie, je fais en sorte que mes injections, mon intervention esthétique soit safe et sécuritaire pour mon patient. Le deuxième axe, c'est les techniques d'injection. Donc, en minimisant les risques de complications, on va améliorer les résultats obtenus. Et troisième volet, c'est la gestion et la prise en charge des complications. Donc c'est un vrai problème. Donc un médecin injecteur doit savoir accompagner sa patiente si jamais il y a une complication. Donc il va savoir comment la prendre en charge correctement et avant, pendant et après. Exactement. Alors, le congrès est qualifié d'international. Quel type d'intervenants attendez-vous? Y aura-t-il des experts étrangers? Alors, donc si on commence par le continent américain, donc on aura déjà des chirurgiens brésiliens, un orateur de renommée internationale américain, également un chirurgien australien et bien évidemment nos amis européens, donc avec des intervenants français, italiens, allemands, britanniques, espagnols et quelques intervenants turcs et je pense encore quelques intervenants d'Égypte et du Maroc. Alors la chirurgie et la médecine esthétique évoluent très vite, vous le savez. Quelles sont les innovations ou tendances majeures qui seront au cœur des échanges cette année? Donc, on doit raisonner en termes de collaboration. Donc, l'acte chirurgical est assez invasif et le rôle de la médecine esthétique, c'est de retarder au maximum l'intervention chirurgicale. Donc, grâce à des techniques de médecine esthétique, on va pouvoir prévenir, traiter, améliorer par exemple le relâchement cutané, traiter les taches et retarder l'indication chirurgicale pour un lifting par exemple. Alors, on va parler un peu des enjeux et des objectifs. Quels sont les objectifs scientifiques du Prisme 2025? Est-ce qu'un congrès plus orienté formation, mise à jour scientifique ou échange pratique ou les trois à la fois? Donc les trois à la fois, parce que pourquoi est-ce qu'un médecin il va assister à un congrès international, que ce soit ici en Tunisie ou en Europe? Déjà pour consolider les acquis,
pour être à jour des avancées technologiques, des nouvelles technologies, des nouvelles approches, parce que la pratique de la médecine, c'est une pratique qui évolue d'année en année. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, j'injectais d'une manière totalement différente. Donc après, avec l'accumulation de l'expérience, les mises à jour continues, ce qu'on appelle les formations continues, donc ça permet d'améliorer sa technique, d'améliorer sa procédure et de minimiser le risque de complications. Je reviens toujours au terme de complications parce que c'est le cœur du sujet. Un congrès international en Tunisie. Pourquoi ? Donc, chaque médecin, il a un rêve. Moi, en tant que médecin tunisien, j'ai un rêve pour la Tunisie. Mon rêve, c'est de consolider la place de la Tunisie comme un acteur indispensable et incontournable de la scène médicale internationale. Donc, on va aborder ensemble le tourisme médical, mais finalement, le congrès en Tunisie, c'est pour promouvoir les connaissances des médecins tunisiens et redorer la réputation de la Tunisie sur la scène internationale. Alors, vous êtes le directeur scientifique de la partie médicale de ce congrès. En quoi consiste exactement votre rôle dans l'organisation de ce congrès ? Donc, dans l'organisation de ce congrès, donc, je joue le rôle d'intermédiaire entre les intervenants internationaux et les laboratoires et les partenaires médicaux, que ce soit les laboratoires de dermatologie, de cosmétologie, les fournisseurs d'appareils. Donc, mon rôle est de mettre en place le programme et d'organiser les différentes interventions en fonction des thèmes et en fonction du sujet abordé. Alors, à quel public, docteur, s'adresse cet événement ? Médecins esthétiques uniquement ou d'autres professionnels de santé également ? Donc le congrès, il est destiné essentiellement aux chirurgiens esthétiques, aux médecins esthétiques, mais tous les médecins sont les bienvenus pour participer à notre congrès, que ce soit dans un but de découverte ou ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux techniques de médecine esthétique et de chirurgie esthétique. Alors, le congrès se déroule donc à Tunis. Quelle importance pour la Tunisie de devenir un pôle de rencontres médicales esthétiques internationales ? Bon, je vais commencer par dire que je pense que la Tunisie est un pays riche. C'est quoi la richesse de la Tunisie ? La richesse de la Tunisie, c'est les Tunisiens. Donc les Tunisiens, ils sont capables d'innover, ils sont capables de produire, à condition qu'on leur facilite la tâche, à condition qu'on les oriente et qu'on les aide à aboutir à ce rêve. Et pourquoi le tourisme médical ? Essentiellement pour 3 raisons. Moi, je pense que nous avons déjà l'infrastructure sanitaire et hôtelière nécessaire à la promotion du tourisme médical. Nous avons les compétences médicales qui sont reconnues à l'échelle nationale et internationale. Et surtout, la localisation géographique. Il faut garder à l'esprit que nous sommes à 2-3 heures maximum de transport aérien des principales capitales européennes. Donc, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, notre pays traverse une conjoncture économique des plus difficiles. Donc avec la crise de la dette, avec l'inflation galopante, avec la réduction du pouvoir d'achat. Moi, je pense sincèrement que le tourisme médical représente un levier économique primordial et tout doit être fait en fin de compte pour le consolider et le promouvoir. Alors, on va parler aussi, docteur, d'un volet très important, vous venez de l'aborder, le tourisme médical. On va parler aussi de médecine esthétique. Où en est aujourd'hui la médecine esthétique en Tunisie ? Est-ce un secteur en pleine expansion ? C'est un secteur en pleine expansion. Donc, déjà à l'échelle mondiale, donc, la médecine esthétique et la chirurgie esthétique est un créneau en plein essor. Cependant, il faut attirer l'attention sur une pratique qui se répand à l'échelle internationale, mais également en Tunisie. C'est ce qu'on appelle l'exercice illégal de la médecine. Donc, c'est des actes de médecine qui sont pratiqués en dehors des structures réglementaires, échappant à tout contrôle des autorités compétentes. Et c'est un véritable problème, c'est un véritable fléau pour la santé publique. Alors, la Tunisie est souvent citée comme une destination de tourisme médical. Quel est l'état réel de ce secteur aujourd'hui ? Donc, la Tunisie était, il y a quelques années, un acteur indispensable du tourisme médical, non seulement l'esthétique, mais tout ce qui est chirurgie orthopédique, ophtalmologie, chirurgie générale et chirurgie esthétique. Cependant, depuis la pandémie, donc il y a eu un véritable recul
de la demande. Donc moi personnellement, j'avais l'occasion de voir beaucoup de patientes étrangères dans mon cabinet. Je les vois moins. Donc, et ceci, depuis la pandémie, donc on assiste à une réduction de la demande. Dans ce volet-là, donc il faut relancer la machine, il faut promouvoir le tourisme médical, il faut que les autorités compétentes comprennent le véritable enjeu du tourisme médical. Donc au-delà de l'esthétique, donc c'est la place de la Tunisie en tant que pôle médical international. Donc on n'a pas le choix, on doit innover, on doit créer, on doit amener les patients et les patientes à venir consulter en Tunisie et se faire traiter et prendre en charge en Tunisie. Est-ce qu'il y a des patients étrangers qui viennent spécifiquement pour des soins esthétiques, et de quel pays viennent-ils principalement, selon vous? Bon, déjà dans notre secteur, donc il y a le Maghreb, donc Algérie et Libye, un peu moins le Maroc, mais essentiellement on s'adresse à une population européenne. Alors, comment la profession encadre-t-elle ses activités pour garantir la sécurité, la qualité et l'éthique des soins? Donc la profession, donc elle est Très bonne question, hein. Donc la profession, elle est déjà encadrée par le Conseil national de l'ordre des médecins. Donc le Conseil national de l'ordre des médecins, c'est une autorité élue par les médecins eux-mêmes qui est le garant de l'éthique et de la transparence de la pratique médicale en Tunisie. D'accord. Ben justement, hein, on a vu des reportages, des témoignages aussi, que ce soit en Turquie, au Maroc et même chez nous en Tunisie, où des patients sont venus faire de la chirurgie esthétique ou même peut-être aussi juste de la médecine esthétique, hein, avec des injections, etc. Et où, le cas échéant, ont eu des complications de retour dans leur pays. Qu'est-ce que vous répondez à ces complications? Est-ce qu'il y a un suivi au niveau de nos médecins par rapport à leurs patients? Parce qu'il y a des scandales, hein, quand même, ça arrive. Je dis pas que la Tunisie, hein, le Maroc, la Turquie aussi, hein, pour tout ce qui est cheveux, pour tout ce qui est aussi chirurgie esthétique, les Européens vont souvent dans ces pays pour une question de prix, hein, on est d'accord, ça coûte beaucoup moins cher de refaire ses dents en Turquie qu'en France, ou de se faire une chirurgie plastique. Mais moi, on parle de complications. Est-ce qu'il y a un suivi de nos médecins en Tunisie? Parce que c'est aussi l'image de la Tunisie, hein. Quand un patient retourne dans son pays, s'il y a des complications et que le médecin traitant n'a pas de suivi ou ne rappelle pas son patient pour pouvoir réparer son erreur, on est foutu. Enfin, je veux dire, c'est de la mauvaise publicité, docteur. Oui, donc vous abordez un sujet qui est très pertinent, le risque de complications médicales. Est-ce qu'un acte médical comporte zéro risque? Non, jamais. Donc, on va essayer de minimiser le risque de complication, mais si la complication, elle est là, elle est avérée, il faut la prendre en charge correctement. Donc, vous parlez de suivi, certainement qu'il y a un suivi. Certainement que le patient peut être rappelé pour être réopéré, pour traiter sa complication. Et il y a une relation de confiance patient-médecin qui doit être instaurée, qui doit être respectée aussi bien par le patient que par le médecin lui-même. Donc, vous parlez de scandales. Moi, je me pose la question, est-ce que les scandales en question, c'est des vrais médecins qui ont pris en charge le patient ou la patiente? Parce que, par exemple, vous abordez le sujet de la Turquie, beaucoup de centres de greffe de cheveux, par exemple, ne sont pas encadrés par une structure médicale. Donc, ils ne sont pas qualifiés. Ne sont pas aptes à faire les greffes. Carrément. Voilà. C'est ce qui explique la différence de prix. Moi, je connais très bien le marché turc. Une simple greffe, elle peut passer de, je dis n'importe quoi, de 1 000 € à 3 500 €. Donc, c'est pas du tout les mêmes prestations. Il faut faire attention à ce qu'on appelle l'exercice illégal de la médecine, que ce soit en Turquie, que ce soit au Maroc, que dans ce le soit monde entier, hein, de toute façon. Voilà. Donc il faut savoir à qui on a affaire, c'est quoi les compétences, c'est quoi les diplômes. Ce qui nous amène, docteur, à parler du charlatanisme. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, qui font la promotion de produits, on ne sait pas leur destination, leur provenance. Voilà. Ils viennent de Chine, ils viennent des pays asiatiques. Les injections, on ne sait pas le produit. Même eux qui font la promotion de ce produit ne savent même pas le produit qui est à l'intérieur. Et bien sûr, ils profitent de la faiblesse
des patients qui sont, obsédés par un défaut justement, un défaut corporel ou esthétique bien sûr, et ils font appel à ces charlatans qui vont détruire leur physique finalement. Et les médecins qualifiés, que ce soit qui reviennent en Tunisie, ces patients qui ont été défigurés, on essaye quand même de rattraper l'erreur de ce charlatanisme, docteur. Donc l'exercice illégal de la médecine, donc je parle de la médecine esthétique, représente essentiellement deux dangers. Comme vous l'avez abordé, déjà le produit. On n'est pas sûr que le produit soit conforme aux critères de la législation tunisienne. Donc c'est un produit qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas surveillé et dont les effets indésirables restent à identifier. Donc ça, le premier problème. Deuxième problème par rapport à la technique d'injection. Donc un médecin qualifié, il a les connaissances théoriques et pratiques pour minimiser le risque de complications. Donc quelqu'un qui exerce d'une manière illégale la médecine n'aura pas la même capacité. Mais même en cas de complication, le médecin doit identifier le problème et agir en conséquence en le prenant en charge. Quand il s'agit d'un charlatan, comme vous dites, il n'est pas capable d'identifier et de donner l'alerte par rapport à cette complication qu'il rencontre. Et il ne va pas pouvoir la prendre en charge correctement, ce qui va retarder la prise en charge et aboutir des fois à des conséquences dramatiques. Malheureusement, avec la promotion des réseaux sociaux, donc il y a cette demande d'injection qui malheureusement échappe à tout contrôle des autorités compétentes parce qu'elle se fait dans des structures qui sont non réglementaires. Donc c'est des centres d'esthétique, c'est des centres de coiffure, et c'est un gros problème ça. Alors justement, en tant que il y a les chirurgiens esthétiques et la médecine esthétique, je pense que vous jouez un rôle aussi de psychologue avec les patients, parce qu'il y a quand même une installation de confiance entre le médecin chirurgien ou médecin esthétique et son patient. Des fois, le médecin refuse certains soins parce que la patiente ou le patient est obsédé par un soin qui le patient, il est sûr que ça va lui modifier esthétiquement, alors que non, il faut arrêter, médicalement parlant, ça peut être dangereux pour la suite. Exactement. Donc un médecin est avant tout un conseiller. Il va orienter sa patiente ou son patient vers comment aboutir à un résultat esthétiquement acceptable. Des fois, quand la demande elle est démesurée, quand la demande elle est irréalisable, quand le médecin il juge que la patiente ne présente pas un défaut sur lequel on doit intervenir. Donc il peut être amené à refuser de faire telle ou telle injection. Et c'est dans l'intérêt de la patiente. Donc le médecin, il doit accompagner, orienter, expliquer et identifier le problème de sa patiente. Vous abordez le sujet de la dysmorphophobie. Donc la dysmorphophobie est un problème psychologique qui ne sera jamais traité avec des injections. Donc il faut l'orienter vers un médecin capable de la prendre en charge sur le plan psychologique. Alors, le Prisme 2025, est-ce qu'il peut jouer un rôle pour renforcer cette dynamique de tourisme médical en Tunisie ? Évidemment, donc, en organisant des congrès internationaux, en amenant des orateurs et des experts du monde entier, on va redorer la position de la Tunisie et la replacer comme un acteur, comme je disais, un acteur incontournable de la scène médicale internationale. Alors, en conclusion, un dernier mot, Dr. Jelibi, pour les professionnels de santé qui hésiteraient encore à s'inscrire ou à venir au Prisme 2025. Donc, Prisme, ça sera pour demain. Oui. Pour les médecins esthétiques, donc le premier jour, on aura un masterclass, sur la toxine botulique, l'échographie et le comblement du franc. Et le 23-24, ça sera notre congrès. Donc, nous serons honorés de votre présence et nos amis chirurgiens aussi. Alors, où peut-on trouver le programme complet et comment s'inscrire ?
Donc c'est très simple, c'est sur la page internet du congrès et à travers les deux sociétés, à travers le SITMES, le syndicat tunisien de médecine esthétique, et la société tunisienne de chirurgie esthétique. Alors docteur, je joue toujours à un petit jeu avec les médecins qui viennent sur RTCI, c'est le jeu des fausses idées reçues. Et c'est important d'en parler aussi. La première fausse idée reçue, alors c'est superficiel, la médecine esthétique c'est juste pour les gens qui veulent rester jeunes à tout prix. Non. C'est faux? Oui, donc on ne parle pas de rester jeune, on parle de bien vieillir et de mieux vieillir, de conserver les traits de beauté naturelle et de limiter les effets du temps qui passe. Ça améliore aussi la qualité de vie, ça restaure la confiance en soi, ça corrige des complexes anciens. Dans notre société, vous savez que la première impression, c'est une impression qui reste. Quelqu'un qui souffre d'un défaut, même s'il est peu visible, donc ça va avoir des répercussions sur sa confiance, sur sa prise de parole, sur son parcours professionnel. Donc si je peux aider ce patient ou cette patiente en lui redonnant confiance en lui, en le réassurant, pourquoi se priver? Deuxième idée reçue, c'est dangereux et pas vraiment médical. La médecine esthétique, c'est une discipline encadrée. Oui, exactement. Donc il faut surtout savoir à qui on a affaire, il faut se renseigner. Il y a le Conseil national de l'ordre des médecins pour vérifier si on a vraiment affaire à un médecin ou un non-médecin. Dangereux. Chaque acte médical comporte un risque inhérent, comme je me disais. Donc il n'y a pas, le risque zéro n'existe pas. Des fois, on peut avoir une allergie rien qu'en prenant un antibiotique. Mais chez un médecin, le risque, il est minime. Et même en cas de complication, le médecin doit prendre en charge et traiter cette complication. Troisième idée reçue, on finit tous avec la même tête. Non, moi je ne fais pas du sur-mesure. Moi j'essaie d'observer, d'évaluer les réels besoins de ma patiente et de respecter au maximum le naturel. Avant, c'est vrai qu'on avait tendance à trop remplir, à trop utiliser. Donc depuis 2022, 23, 24, 25, on a tendance à minimiser l'utilisation des produits de comblement et à respecter de plus en plus cet aspect naturel, frais, jeune, sans basculer dans l'excès. Quatrième idée reçue, la médecine esthétique et la chirurgie esthétique, c'est réservé qu'aux riches. Pas du tout. C'est de moins en moins vrai. Donc le but étant de démocratiser l'accès à la médecine, à la chirurgie esthétique. Donc il y a différentes techniques, il y a différentes approches. C'est en fonction de l'état de la patiente ou du patient et en fonction de son budget. Alors, cinquième idée reçue, la médecine esthétique, c'est forcément de la chirurgie. Non. Donc la chirurgie esthétique, sa place, elle est indéniable. Il y a de plus en plus, depuis 15-20 ans, des techniques, ce qu'on appelle des techniques non invasives, des techniques de médecine. Peu invasif. Non invasif, peu invasif. Mais on pense généralement à l'anesthésie générale. Oui. Donc la chirurgie nécessite systématiquement une anesthésie, alors que la médecine esthétique, non. Donc la médecine esthétique, elle permet, comme je disais tout à l'heure, de retarder au maximum le recours à la chirurgie. Sixième idée reçue, une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Oui, et je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a une identification de l'image corporelle. Moi, quand je fais des soins de médecine esthétique, je m'identifie par rapport à un résultat. Et je n'accepte plus avoir un résultat inférieur à celui que j'ai obtenu avec les soins de médecine esthétique. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr Mejijlibi, pour votre présence ce matin et pour cet éclairage précieux sur la médecine esthétique en Tunisie, ses enjeux, ses avancées et l'importance d'un rendez-vous comme le Prisme Esthétique 2025. On rappelle que ce congrès international de chirurgie et de médecine esthétique se tiendra du 22 au 24 mai, donc à partir de demain, dans un hôtel au centre-ville, avec la participation d'experts de renom venus du monde entier. Un événement qui place une fois de plus la Tunisie au cœur de l'innovation médicale et du rayonnement scientifique. Merci encore à vous et bon congrès, docteur. Merci à vous et
Merci à vous et c'est bon. On a terminé. Restez avec nous. Un autre événement scientifique d'envergure qui se tiendra prochainement à Tunis les 26 et 27 mai. Le symposium international intitulé Biodiversité, changement climatique et intelligence artificielle, organisé par la Cité des Sciences avec le soutien notamment du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce forum interdisciplinaire mettra en lumière les interactions entre les enjeux environnementaux majeurs de notre époque, la perte de biodiversité et les effets du changement climatique et les potentialités offertes par les technologies de l'intelligence artificielle. Pour y répondre, j'aurai le plaisir à 9h30 d'accueillir le directeur général de la Cité des Sciences à Tunis, monsieur Fathi Zagrouba. Ça sera tout à l'heure dans la matinale. Tout de suite, Ace of Base.